អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Nous donnons à nouveau la parole à l'accusation pour poursuivre son interrogatoire du témoin, ou l'audition du témoin plutôt. Le procureur, Monsieur Tsai, lors de ces sessions d'études, aviez-vous le sentiment que Nunchea et Kyo Sampang vous expliquaient de manière claire l'enseignement politique? Réponse. Oui, il faisait ça clairement. Et il y avait ces différents points que j'ai déjà mentionnés. Il parlait de l'économie, de faire des bonnes choses, des bonnes actions, etc. Entre les deux, Nunchea et Kyo Sampang, lequel était le meilleur enseignant? Le président, attendez un instant, témoin. Avocat pour la défense, je vous en prie. La défense de Kyo Sampang, merci, Monsieur le Président. La question posée par l'accusation vise à obtenir une réponse basée sur des suppositions de la part du témoin et pas sur les faits. Procureur, Monsieur le Président, ça n'est pas à spéculer que de demander à quelqu'un qui a été présent lors d'une séance de formation politique pendant 3 jours quel était l'enseignant qui faisait le mieux son travail. Ça ne requiert aucune supposition, quelle qu'elle soit. Donc, on peut savoir qui est le meilleur enseignant, qui est un bon enseignant et qui ne l'est pas. Le président, puisque vous avez déjà reformulé votre question, il n'y a plus de problème. L'objection dès lors est rejetée. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question reformulée par l'accusation. Réponse. Le fait de savoir si l'enseignement est bon ou mauvais est chose difficile car ils venaient tous les deux du même parti. Donc, le message central était le même. Moi, je ne suis pas à même de vous dire qui était bon, qui était mauvais. Ce qui était transmis, c'était le même message, car ils avaient tous les deux la même source politique. Procureur. Tous les deux mauvais, tous les deux moyens ou tous les deux bons? Veuillez, s'il vous plaît, choisir. Réponse. À partir de mon analyse, ça n'était pas mauvais du tout parce qu'on parlait d'économiser, de faire des bonnes actions. C'est ce qui m'est resté rivé dans l'esprit. Quand on parlait de bonnes actions, ça signifiait qu'en retour, les conséquences seraient positives, quelle que soit la société dans laquelle on vit d'ailleurs. Et donc, on ne parlait pas de mauvaises actions. À la question, à la fin d'une session d'études, est-ce qu'il y avait un exposé de clôture qui aurait été prononcé par un des dirigeants? Réponse. À la conclusion, à la fin de la séance d'études, je ne me souviens
pas exactement ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui, qui ont fait des exposés d'ouverture et moi je ne me souviens pas exactement qui faisait un exposé de clôture. En outre, ça fait plus de 40 ans que tout ça s'est passé. Question. Après cette session d'études, est-ce que lorsque vous retourniez à votre activité, vous étiez plus motivé qu'avant? Réponse. À la fin de la session, il n'y avait pas de retraite ou quoi que ce soit. On retournait immédiatement au lieu de travail parce que immédiatement après la guerre, il fallait déployer tous nos efforts pour reconstruire le pays. Question. Alors si on se base sur une séance d'études durant au moins 3 jours, comment vous impliquiez-vous, à part le fait d'écouter des exposés de Nunchao de Kyosampang? Réponse. À part écouter les exposés, mais je ne faisais rien d'autre. Question. Laissez-moi poser ma question d'une manière différente. Dans une séance d'études durant 3 jours, est-ce que les exposés de Nunchea et Kyosampang duraient pendant toute la période des 3 jours? Réponse. Cela s'est passé il y a très longtemps. Je ne me souviens plus très bien. On se rendait à la séance d'études. Parfois, il y avait des discussions entre Nunchea et Kyosampang, mais la plupart des exposés étaient faits par Nunchea. Et à cette époque, j'étais plutôt jeune. Est-ce que d'autres membres de la direction, à part Nunchea et Kyosampang, s'exprimaient lors des séances d'études auxquelles vous avez participé? Réponse. À part ces deux-là, non, il n'y avait pas d'autres formateurs. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu d'autres. À votre question, à votre connaissance, est-ce que le responsable de CADU, Zach Neal, a jamais participé à ces séances de formation? Réponse. Tamil, qui assurait la direction de K12, participait également aux séances d'études car il était cadre. Lui, il participait plus souvent que les membres ordinaires. Question. Vous avez dit à la fin de votre entretien avec le bureau des co-procureurs qu'à la fin, lorsque les Vietnamiens sont arrivés, Pol Pot, Nunchea, Ieng-Sari, Kyosampang et Son Sen, est-ce exact? Réponse. Moi, je ne les ai connus que plus tard, mais pendant le régime, je ne les connaissais pas. À ce moment-là,
J'étais dans l'armée, j'étais soldat et je ne les connaissais pas. Dans la période entre 1975 et 1979, quand j'ai travaillé à Phnom Penh dans le service de réparation des véhicules, je les ai pas rencontrés beaucoup. Ce n'est que plus tard que l'on m'a dit que telle personne ou telle autre personne était tel oncle ou tel autre oncle. C'est à ce moment-là que j'ai su qui c'était. Je n'ai jamais eu de contact personnel ou direct avec l'un ou l'autre de ces personnages. You just said in your own Question. Vous avez dit dans votre réponse que vous n'en avez pas rencontré beaucoup. Pouvez-vous nous dire, nous donner un exemple, à part les séances de formation, ou plutôt, quand les avez-vous rencontrés, à part dans le cadre des séances de formation? Réponse. Je ne les ai jamais rencontrés en personne. Je les ai vus de loin parfois. Je voyais qu'ils descendaient de la voiture quand ils allaient travailler. C'était vraiment rare. Comme je l'ai dit au début, je me concentrais surtout sur mon travail. Le procureur. Et lesquels des dirigeants avez-vous vu descendre d'une voiture pour aller travailler? Réponse. J'ai vu Khieu Samphan et Nguyen Chia et Ieng Sary. Mais je n'ai pas vu Pol Pot ou que très rarement. Donc j'ai vu Khieu Samphan, Ieng Sary et Nguyen Chia rarement. Quant à Pol Pot, je ne l'ai presque pas vu pendant cette période. Question. Et pendant la période, avez-vous jamais lu le magazine Jeunesse révolutionnaire? Réponse. Non. Je n'avais pas de temps libre pour lire cela. Je passais mes journées à travailler. Question. Et pendant les moments où vous bavardiez avec vos collègues de travail, avez-vous entendu des émissions de radio? Réponse. À l'époque, nous avions un poste de radio. Et si la radio était allumée, on écoutait. Mais ce n'était pas si souvent que cela. Et nous n'avions pas de notre propre poste de radio, individuellement. Question. Avez-vous jamais entendu les dirigeants intervenir à la radio? Réponse. Oui. J'ai entendu Khieu Samphan parler à la radio. Question. Et de quoi parlait Khieu Samphan à la radio? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'était souvent les mêmes genres de messages qui étaient diffusés à la radio à propos de l'éducation, de l'économie, de la construction du pays, de
remonter le moral de tous et de travailler à la production. Question. L'évacuation ou la libération de Phnom Penh a eu lieu le 17 avril 1975. Et que s'est-il passé le jour de l'anniversaire de cette date? Réponse. Je ne comprends pas bien la question et je ne souhaite pas répondre. Pour ces motifs. Le procureur. Permettez-moi de reformuler la question. Le jour de l'anniversaire de la libération, y avait-il célébration quelconque? Célébrait-on le jour de la libération? Réponse. Oui, il y avait en effet la commémoration du 17 avril. Mais je ne participais à ces cérémonies que très rarement car je travaillais. En fait, je ne suis allé à aucune des cérémonies. Question. Vos collègues à K12 sont-ils allés à des cérémonies de commémoration? Réponse. J'hésite à répondre car je ne comprends pas bien et je ne m'en souviens pas bien non plus. Le procureur. C'est acceptable et je passerai à autre chose. Dans le cadre des cours de formation politique, dans votre déposition au juge d'instruction, vous avez dit qu'il vous avait dit de faire preuve de prudence. Il fallait surveiller les activités des autres et de nous surveiller les uns les autres. Lequel des instructeurs vous a-t-il dit de faire cela? Réponse. C'était vrai à l'époque. Par exemple, le chef AK12 nous avait dit de faire preuve de vigilance et de surveiller ceux qui seraient prêts à semer le chaos dans notre milieu de travail. Question. Êtes-vous en train de nous dire que seul Tamil en a parlé? Ou est-ce quelque chose dont on a parlé lors des cours de formation politique à l'Institut de technologie ou à Boré-Kéla? Réponse. Pendant les petites réunions au sein du service, on en parlait et on nous le rappelait, mais cela n'avait pas été dit lors des formations. Question. Pourquoi fallait-il être prudent? Quel était le problème? Réponse. Bon, il n'y avait pas de problème, mais en règle générale, il fallait être prudent et être vigilant vis-à-vis d'événements inhabituels ou imprévus. Question. Des actes, des événements imprévus commis par qui?
Réponse. En règle générale, il y avait des ennemis ou des confrontations entre telle unité et telle autre. La position politique était qu'il fallait faire preuve de prudence. Question. Dans votre déposition, dans la couche d'instruction, vous parlez de l'ennemi caché. Qui étaient ces ennemis cachés? Quel genre de personnes étaient-elles? Réponse. Et on ne pouvait pas les voir, c'est pourquoi il fallait être prudent. On ne pouvait pas voir ces ennemis cachés. Et donc, il fallait faire preuve de prudence, car si on les avait vus, ils auraient été arrêtés. Et c'est une pratique courante dans tous les régimes. On ne pouvait pas savoir exactement qui ils étaient. Et c'est pourquoi il y avait cette politique préventive et qu'il fallait faire preuve de prudence. Question. Vous venez de dire que qu'un ennemi pouvait être, par exemple, envers une autre unité. Les instructions de Ta Mil étaient-elles à l'effet que les ennemis étaient dans d'autres unités? Réponse. À propos des ennemis cachés, comme je l'ai dit, les instructions que nous recevions de nos supérieurs étaient de faire preuve de prudence, car nous ne pouvions pas savoir où était l'ennemi. Qu'il soit d'une autre unité ou au sein de notre propre unité, nous ne savions pas, et c'est pourquoi il fallait faire preuve de prudence constamment. Question. Vous a-t-on expliqué ce que vous deviez faire si vous arriviez à débusquer un ennemi et que vous étiez certain qu'ils en étaient un? Réponse. Si j'étais témoin que quelqu'un détruisait de l'équipement, je devais en faire rapport. Mais je n'ai pas vu de tel incident. In your interview, you used the word Question. Vous avez parlé du mot détruire. Vous avez employé le mot détruire ou écraser. Et vous parliez ici de destruction de véhicules dans ce contexte. A-t-on jamais employé le terme et détruire ou écraser pour faire référence à des personnes plutôt que des biens? Réponse. On n'utilisait pas le terme écraser pour parler des humains, car cela signifie dégrader la vie humaine. Écraser ou détruire, c'est ce que l'on faisait à des choses, pas des humains. Question. Dans votre entrevue, vous avez dit que des membres du personnel de K12 ont été retirés pour être forgés. Est-ce exact? Réponse. À l'époque, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais des gens ont été retirés. Je ne sais pas pourquoi.
elles l'ont été. Question. Donc, à partir du moment où vous avez commencé à travailler au service de réparation des véhicules en 1975, il y avait 30 personnes qui travaillaient avec vous. Sur ces 30, combien d'entre eux travaillaient toujours avec vous au sein de l'unité de réparation en 1979? Réponse. Plus de 10 d'entre nous à l'unité des camions. Il y avait ceux qui venaient de l'Est ou du Nord. Eux ont été retirés. Moi, je venais aussi de l'Est. Et j'étais préoccupé par ma sécurité. Question. Pendant la période où vous avez travaillé à K12, vous souvenez-vous d'avoir croisé un homme du nom de Ta Sot? Réponse. Je n'ai pas entendu parler d'un certain Soc. Question. J'ai peut-être mal prononcé le nom. Ta Sot. S-O-T. Réponse. Oui, je connaissais un Sot. Il arrivait qu'il amène des véhicules pour réparation à mon service. Je le connais, il était membre d'une minorité ethnique. When you were working at K12, Question. Pendant que vous travailliez à K12, êtes-vous jamais allé à d'autres bureaux K? Réponse. Oui. Il m'arrivait d'aller à l'unité médicale quand je ne me sentais pas bien. Et K20, qui était une unité de production, on me demandait d'y aller pour aller chercher une pompe à eau. Question. Êtes-vous jamais allé à K6 ou K7? Réponse. Je suis allé à des séances d'études et il m'arrivait de rester à K6 et il m'est arrivé d'aller travailler à K6. K7, c'était près du Palais Royal et il m'arrivait de passer devant. Question. Était-ce quand vous conduisiez les soldats et les médecins? Réponse. Oui, c'est ça. Des soldats qui arrivaient de différentes zones passaient devant et allaient à K6. Et la plupart des participants des séances d'études restaient là aussi. Question. Êtes-vous jamais allé à une réunion au Stade olympique?
Réponse. Je ne me souviens pas si j'ai assisté à une réunion au Stade olympique et comme je ne suis pas certain, je préfère ne pas répondre à votre question. Le procureur. Monsieur Chesai, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je n'ai d'ailleurs plus de questions. Merci. Le président. Merci, monsieur le procureur. La parole est maintenant donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles pour l'interrogatoire du témoin. La partie civile. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame, messieurs les juges, et bonjour à tous et toutes ici aux alentours. Bonjour, monsieur Chesai. Je m'appelle Peignier. Je suis un des conseils des parties civiles internationaux et je vais aujourd'hui vous poser quelques questions. Je voulais commencer par la période de la libération. Donc, à l'époque du 17 avril 1975. Dans votre déposition aux enquêteurs des couches d'instruction, vous avez indiqué qu'après la libération de Phnom Penh, on vous a donné l'ordre d'aider à déplacer des civils à l'extérieur de la ville. Je peux citer la page en anglais 007 66 337, en français 007 66 344 et en khmer 00 20 40 84. Et ma question est la suivante. Quand vous a-t-on donné cet ordre de faire sortir des civils de la ville à l'époque? Réponse. En 1975, j'étais toujours soldat. À l'époque, il fallait évacuer les gens de Phnom Penh après la libération. Je n'ai pas conduit qui que ce soit. Donc, je n'ai pas participé à faire sortir les gens de chez eux. Mon commandant m'a demandé d'aider les gens ou d'aider à faire évacuer les gens. J'ai fait un voyage et lors de ce voyage, mon commandant m'a donné l'ordre de protéger les gens. Et j'avais peur de me noyer dans la rivière. Donc, en fait, c'était en bateau et je ne suis monté qu'une seule fois dans un bateau parce que j'avais peur de me noyer. Question. Qui était ce commandant qui vous a demandé de protéger les gens sur le bateau? Question. Réponse. À l'époque, il n'était pas vraiment le commandant de la division, mais il était mon supérieur. Je ne me souviens pas de son nom. Vous savez, cela remonte à il y a 40 ans et je ne me souviens pas très bien de tous les événements. Question. Vous souvenez-vous de ce que vous a dit ce commandant, ce supérieur? Vous a-t-il dit de qui provenaient les ordres? Réponse. Non. On ne m'a pas dit d'où venaient ces ordres. Il m'a simplement demandé d'aider les gens pendant l'évacuation.
Question. Et vous a-t-il dit cela le jour de la libération ou était-ce avant? Réponse. Il me l'a dit alors que l'on évacuait les gens. Il m'a dit qu'en tant que soldat, j'avais aussi la responsabilité d'aider à faciliter le processus d'évacuation. Mais ce n'est pas un ordre que l'on m'a donné avant. Cela a été fait pendant l'évacuation. Question. Et pouvez-vous nous dire où vous étiez? Où étiez-vous exactement lorsque vous aidiez des gens à quitter Phnom Penh? Réponse. Je l'ai dit. Déjà. Je n'allais pas dans les maisons. Je ne faisais pas sortir les gens de chez eux pendant cette évacuation. Moi, j'étais sur le bateau avec les gens qui avaient déjà monté à bord. Question. Et d'où venait ce bateau et où est-il allé? Réponse. Je ne me souviens pas à quelle unité ce bateau ou ces bateaux appartenaient. Moi, je ne suis allé sur ce bateau qu'une seule fois. C'était à Prekpo, sur les quais. À l'époque, j'étais jeune et j'étais très emballé à l'idée de faire partie de ce voyage. Mais ensuite, j'ai eu peur et je ne voulais plus y retourner. Question. Combien de personnes y avait-il à bord de ce bateau avec vous? Réponse. Vous parlez des civils seulement ou les soldats et les civils tous ensemble? Question. Eh bien les deux. J'aimerais savoir combien de soldats il y avait et combien de civils. Réponse. Je ne me souviens pas. Car même les choses écrites sur papier, on peut les oublier. Alors, que dire de ces choses qui sont dans la mémoire et qui remontent à il y a très longtemps? Il est possible qu'il y ait 100 personnes sur le bateau, ou le bateau pouvait accueillir 100 personnes, mais peut-être y en avait-il que 30. Ça dépend. Question. Mais pouvez-vous nous dire si le bateau était bondé? Réponse. Il y avait environ 5 soldats qui accompagnaient un groupe d'une trentaine de personnes pour chaque voyage. Thank you. And Question. Merci. Et y avait-il d'autres embarcations ou n'y avait-il qu'une seule embarcation? Réponse. Je n'ai fait le voyage qu'une fois et il y avait beaucoup de monde.
et je n'y suis jamais retourné pour voir s'il y avait d'autres embarcations qui y participaient. Question, vous avez dit que 5 soldats accompagnaient 30 civils. Qu'est-ce que vous entendez par accompagner les 30 civils? Pourquoi faire? Réponse. En fait, on était là pour les protéger, c'est ce que je voulais dire. Question. Les protéger contre quel danger auquel ils auraient eu à faire face? Réponse. Moi, je ne pouvais pas voir quel danger menaçait ces personnes. Mais mon supérieur m'a dit d'être là, donc je n'avais pas le choix. Et donc, il fallait que je sois là, avec ces personnes, en tant que soldat, afin que les gens se sentent rassurés par la compagnie des soldats. Question, est-ce que ces soldats portaient des armes? Réponse. Je ne me souviens pas s'ils étaient armés. Je ne me souviens pas de cela. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart du temps, ils n'étaient pas armés. Question. Et avez-vous parlé aux civils ou bien est-ce que l'un quelconque des autres soldats a parlé avec les civils? Réponse. Nous étions cambodgiens, nous faisions partie du même voyage et donc des conversations se nouaient. Question. Comment leur avez-vous décrit votre rôle? Réponse. Mais on ne leur a pas dit, ces gens savaient qui j'étais, parce que nous portions l'uniforme. Ils savaient que nous étions des soldats. Question. Et aviez-vous reçu des ordres portant sur ce que vous auriez dû faire si les gens refusaient de s'embarquer, refusaient de faire partie du voyage? Réponse. Non. Je n'ai reçu aucun ordre de ce type parce que les personnes étaient déjà embarquées lorsque je suis arrivé avec mes collègues. Question. Et qui les a menés à l'embarquement et a fait en sorte qu'ils se rendent là où ils devaient aller? Réponse. À cette époque, j'étais plutôt jeune et donc j'obéissais aux ordres et je ne posais pas de questions. Je n'en ai pas posé à ce sujet parce qu'en tant que soldat, nous avions déjà reçu la tâche de protéger ces personnes. Question. Est-ce qu'un quelconque des civils à bord a refusé de partir ou fait des commentaires indiquant qu'il ne voulait pas quitter Phnom Penh? Réponse.
Non, je n'ai pas souvenir de cela. Question, mais vous venez de dire que vous avez parlé aux civils dans le bateau. Alors de quoi avez-vous parlé? Réponse. C'était une conversation banale, normale. Moi, je n'étais pas dans une situation où j'aurais pu être en colère avec eux ou eux en colère avec moi. C'était une situation de conversation banale, normale. Question, et savez-vous où ces gens sont allés après avoir quitté le bateau? Réponse. J'ai fait le voyage avec ces personnes à Preipo, dans la région de Kampong Cham. Lorsque nous avons mis à quai, les autorités de Kampong Cham ont pris en charge les civils et à partir de ce moment-là, c'est eux qui s'en sont occupés et moi je n'avais aucune idée d'où ils iraient. Question. Donc pendant tout le voyage, ces civils ont été accompagnés par des soldats à partir du moment où ils se sont embarqués jusqu'au moment où ils ont débarqué et après. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Nous les avons accompagnés sur toute la longueur du chemin jusqu'à destination. Après ça, ils ont été pris en charge par les autorités locales et donc nous avons fait demi-tour. Question. Et ce fait de faire accompagner les civils par des soldats pendant tout le voyage, c'était pour assurer leur protection, quoiqu'il n'y ait eu aucun danger apparent. Est-ce exact? Réponse. Mais en tant que subalterne, moi, je ne savais pas tout cela. J'obéissais aux ordres, tout simplement. Question. J'aimerais maintenant vous parler des civils que vous avez vus sur le bateau. Quel était leur âge en moyenne à ces civils? Réponse. Ces personnes appartenaient à tous les groupes d'âge. Par exemple, s'il y avait une famille entière, on pouvait voir des enfants qui pouvaient avoir 3 mois. Y avait-il des malades à bord également? Réponse. Je pense que la question est trop spécifique. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des malades à bord pendant le voyage. Laissez-moi préciser ma question. Ce que je vous demandais, c'était s'il y avait des personnes qui étaient déjà malades avant d'embarquer dans le bateau. Réponse. Je ne sais pas si des gens qui étaient déjà malades ont embarqué. Je n'ai pas fait attention à cela. Question. Pouvez-vous décrire quels effets personnels ces personnes avaient-elles? Réponse. Peut-être
avait-il un bagage léger d'effets personnels, petit? Question. Je vous remercie. J'aimerais passer à un autre sujet qui a déjà été abordé. J'aimerais vous poser quelques questions portant sur les sessions de formation politique ou d'études politiques. Vous avez mentionné qu'au cours de ces sessions, les intervenants vous encourageaient à travailler d'arrache-pied. Est-ce qu'ils vous ont décrit ce que signifiait travailler d'arrache-pied ou travailler dur? Réponse. Dans le cadre de la formation et de l'éducation politique, nous étions traités comme des enfants par rapport à des parents qui auraient été nos supérieurs. Et donc, on nous prodiguait un enseignement sur la manière de bien travailler, sur la manière de faire des économies. Je pense avoir déjà répondu à ce genre de questions. Question. Est-ce que les intervenants, les orateurs ont mentionné ce qu'il adviendrait de personnes qui ne travailleraient pas dur? Réponse. Normalement, à cette époque, ces gens-là auraient été critiqués. Ils n'étaient ni torturés ni maltraités. Ils étaient éduqués ou reforgés, reformés, comme je l'ai déjà dit auparavant. Question. Pouvez-vous me dire comment vous avez été mis au courant de cette réforme ou rééducation des personnes? Réponse. Eh bien, il y avait des réunions fréquentes en soirée qui faisaient partie des réunions de vie qui pouvaient avoir lieu quotidiennement où tout un chacun pouvait critiquer les uns ou les autres. Question. Vous avez fréquemment mentionné le fait que vous vous étiez concentré sur votre travail et que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas prêté attention à autre chose. Était-ce là votre compréhension de travail dur, c'est-à-dire de travailler sans interruption 24 heures par jour, et était-ce là le sens que les orateurs donnaient à ce concept? Le président, témoin, veuillez attendre. Conseil pour la défense. Oui, en fait, la question se base sur une hypothèse factuelle qui n'a pas été présentée ou qui n'a pas été présentée de manière exacte. Ce monsieur a dit ce qu'il faisait. Quant à savoir s'il travaillait 24 heures par jour, ça c'est tout à fait douteux. Donc j'aimerais que la question soit reformulée afin de s'accorder avec le témoignage du témoin. Question. Laissez-moi reformuler la question. Vous avez dit que vous vous concentriez sur votre travail et que vous ne prêtiez pas attention au reste. Ma question est la suivante. Est-ce que la raison de ce comportement est due au fait qu'on vous a dit pendant ces séances de formation politique que vous deviez travailler dur? Réponse. Travailler dur
ne signifiait pas que je devais travailler 24 heures par jour. Nous devions nous reposer. Donc à 11 heures du matin, on pouvait déjeuner et on reprenait le travail après. Donc personne ne travaillait 24 heures sur 24, sinon tout le monde serait mort d'épuisement. Donc ce que je peux vous dire, c'est que l'on n'était pas contraint de travailler 24 heures sur 24 pour justifier l'expression « travailler dur ». Nous faisions de notre mieux pendant la période de travail requise. Donc, encore une fois, permettez-moi de répéter que l'on ne m'a pas demandé de travailler 24 heures sur 24 pour démontrer que je travaillais dur. Une question. Je vous remercie, M. Jinsai. Je n'ai pas d'autres questions et je vous souhaite bon retour. Le président, merci, maître, merci, monsieur le témoin. J'aimerais savoir si les juges désirent poser des questions aux témoins. Juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Quelques questions pour clarifier les réponses que vous avez déjà apportées, monsieur le témoin. Tout d'abord, vous avez indiqué que vous n'aviez jamais entendu parler, au cours de la période du Kampuchea démocratique, de S-21. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Réponse. Oui, c'est exact, monsieur le juge. Est-ce que vous en avez entendu parler après la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Non. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parler de cela après la période du Kampuchea démocratique et même après la chute du régime. Lorsque nous sommes partis dans la jungle, je n'étais pas au courant de S-21. Est-ce que vous avez entendu parler, monsieur le témoin, de l'existence de centres de sécurité pendant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Mais je dirais simplement, monsieur le juge, que pendant cette période-là, j'accordais beaucoup plus d'attention à bien réaliser les tâches qui m'incombaient qu'à chercher à savoir quoi que ce soit sur le reste. Je ne comprends pas trop. Est-ce que ça vous intéressait ou est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que sont devenus les gens qui ont disparu, que ce soit à K12 ou dans d'autres bureaux? Réponse. Ce que j'ai appris, c'est que des personnes pouvaient être retirées et considérées comme des éléments. Et à l'Est, Sarpom, qui était responsable de la zone, a été accusé d'être un traître. Or, comme il s'agissait d'une personne qui était de la même zone que moi, j'ai été impliqué comme élément. Et alors, quelles étaient exactement vos craintes, monsieur? Vous aviez peur de quoi?
Réponse. J'avais peur d'être tué. J'étais donc très inquiet de finir exécuté, à l'idée de finir exécuté. Mais pourquoi aviez-vous peur d'être exécuté alors que, selon ce que vous venez de nous dire, vous ne vous intéressiez qu'à votre travail et vous ne saviez absolument pas ce qu'il advenait des personnes qui disparaissaient autour de vous? Exécuté. Réponse. Mais oui, j'ai vraiment fait de mon mieux dans mon travail, mais j'avais des raisons d'avoir peur parce que j'ai remarqué que les gens disparaissaient et on ne savait pas, on ne savait pas où ces gens pouvaient être envoyés. Donc, tout en faisant notre travail, nous ne pouvions pas nous empêcher d'être inquiets après avoir remarqué que ce genre de situation existait. Si l'on avait su que ces gens avaient été envoyés à un endroit particulier, nous aurions été moins effrayés, nous aurions eu moins peur. Donc, ce qui vous faisait peur, c'était l'incertitude, c'était le fait de ne pas savoir ce que signifiaient ces disparitions. Et selon vous, ces disparitions pouvaient signifier aussi que les gens étaient tués. Réponse. En effet, nous ne pouvions pas nous imaginer ce qui se passait. On se perdait en spéculation. Quand les gens étaient déplacés, on pensait qu'ils avaient peut-être été déplacés vers un autre endroit, mais on ne pouvait pas dire non plus qu'ils n'avaient pas été tués ou qu'ils l'avaient été. C'est ça qu'il voulait dire, mais bon. Réponse. Sa tâche était de faire la cuisine, de préparer les aliments pour les repas pour les délégations étrangères. On n'était pas mariés à l'époque. Où travaillait-elle? Quel était le bureau où elle travaillait? Réponse. C'était au ministère des Affaires étrangères. Elle était à la maison numéro 2. La maison numéro 2, c'était le lieu où on préparait les repas pour les visiteurs, les gens qui se rendaient dans les provinces. Elle a remarqué la disparition de certaines personnes autour d'elle. Réponse, oui. Elle l'a remarqué, elle me disait qu'elle avait remarqué que certains de ses collègues disparaissaient. Et elle aussi, elle avait peur? Réponse. Je ne suis pas en mesure de parler en lieu et place de ma femme quant à ses sentiments, mais je puis bien m'imaginer qu'elle ait eu peur.
vous aviez eu de longues journées de formation avec des hauts responsables du Kampuchea démocratique. Est-ce qu'un seul des participants a osé poser la question à l'un quelconque de ces hauts responsables sur ce que devenaient les gens qui disparaissaient autour de vous? Réponse. Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question parce que ma mémoire me dessert, me fait défaut. Mais vous-même, monsieur, vous étiez préoccupé parce que vous ne saviez pas ce que devenaient vos collègues de travail. Donc vous entendiez des discours qui étaient là pour vous encourager à faire bien votre travail. Mais ce n'est pas une question qui vous aurait traversé l'esprit éventuellement d'interroger, je ne sais pas, monsieur Nunchea, pour savoir que deviennent mes collègues qui disparaissent? Réponse. À cette époque, en tant que personne ordinaire, je n'aurais jamais pu être assez près de ses supérieurs, donc de ses oncles. Bien, écoutez, je crois que je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins. Je vous remercie, monsieur le président. Le président, merci beaucoup. Juge Lavergne, merci, monsieur le témoin. Le moment est à présent venu de lever l'audience pour le déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. Pendant cette période, les huissiers d'audience apporteront leur aide aux témoins, s'assureront qu'ils reçoivent cette assistance et qu'ils soient de retour à 1h30. Conseil de Nunchea, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Brièvement, on vient de nous informer que notre client a mal au dos, à la tête et ne parvient pas à se concentrer. Pour cette raison-là, il aimerait pouvoir suivre les débats à partir de la salle de détention provisoire pour le restant de la journée. C'est la première requête. La deuxième porte sur une décision récente de la Chambre de la Cour suprême, document E 176 barre 2 barre 1 barre 4. Il s'agit de la décision portant sur l'appel de Nunchea contre l'appel de la Chambre sur l'application de la règle 35 en l'action. Je suis sûr que tout le monde se souvient de cette requête. Entre autres choses, voici ce qu'a dit la Chambre de la Cour suprême par rapport à la Chambre, soit que nous ayons soumis des requêtes indues. La Chambre a ensuite examiné ce comportement en conjonction avec d'autres allégations pour y voir s'il y avait un schéma cohérent de mauvaise conduite professionnelle et en référé au barreau compétent. Après examen des transcriptions khmer et anglaises pendant, la Cour suprême pense que cette persistance était justifiée dans la mesure où il y avait un manque de clarté de la part de la Chambre d'instance par rapport aux requêtes soumises par la défense. Ma question est donc la suivante. Allez-vous transmettre cette décision au barreau respectif, donc australien et européen, que en fait votre décision a été renversée? L'avez-vous fait? Allez-vous le faire? Et si vous décidez de ne pas le faire, pourquoi?
ទីមួយយើងឆ្លើយថាអង្គជំរះតុលាការឡាដំបងមិនបានធ្វើ Le président, en premier lieu, la chambre d'instance n'a pas transmis ce document aux barreaux respectifs. La décision est soumise au Conseil. Si les conseils sont d'avis que la décision leur sera bénéfique, ils peuvent saisir cette opportunité pour transmettre ce message à leurs barreaux respectifs. Deuxièmement, la Chambre a noté le comportement professionnel en ce qui concerne Nunchea, mais elle n'a pas statué sur d'autres instances et questions relatives à des conseils autres que les conseils pour Nunchea. Donc si les conseils pour Nunchea sont convaincus que cette décision de la Chambre sont à leur avantage, ils pourront transmettre ce message, cette décision, à leurs barreaux respectifs. Le président poursuit. La Chambre est saisie d'une demande de la défense de Nuanchea de permettre l'accusé de se retirer à la cellule de détention pour des raisons de santé. La défense a motivé sa demande. La Chambre permet donc à Nuanchea de suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. L'accusé Nuanchea a renoncé à son droit à participer directement au débat dans le prétoire. La défense remettra le document de renonciation signé par l'accusé ou portant l'empreinte de son pouce. Et la Chambre enjoint maintenant les services techniques de s'assurer que le lien audiovisuel soit assuré entre la cellule de détention temporaire et le prétoire pour permettre à Nuanchea de suivre les débats. Garde de sécurité, veuillez accompagner Nuanchea et Que Sampan à leurs cellules respectives et ne conduire que Sampan en après-midi au prétoire. 13h30. La Chambre informe la défense de Nuanchea que la décision de la Chambre de la Cour suprême que toute question relative à cette décision doit se faire par écrit. La Chambre a déjà tranché. Si vous avez une requête à présenter à la Chambre, faites-le par écrit et la Chambre y répondra par écrit. La Chambre invitera le dépôt aux parties à déposer des écritures sur ce sujet, sur toute demande de votre part, et vous ne pouvez le faire que par écrit. L'audience est interrompue.